Ouzbek Erika, le podcast qui explore le futur. Salut les turfos et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle saison des podcasts d'Ouzbek Erika. Une nouvelle saison marquée par l'installation de notre studio rien qu'à nous et par une équipe toujours resplendissante d'explorateurs du futur. Alors après une longue trêve des confiseurs, on vous propose de revenir sur ce qui a retenu notre attention dans l'actu du mois de janvier. Et l'idée est toujours la même que pour ce qu'on avait fait au mois de novembre, c'est de vous présenter des sujets en décidant de ce qui est historique et anecdotique. En gros, ce dont vous allez vous rappeler dans 10 ans versus ce qu'on aura oublié dans 6 mois. Mes camarades de jeu vont donc vous présenter chacun 2 sujets et on débattra pour savoir s'ils relèvent de l'histoire ou de l'anecdote. Et mes camarades, mais qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Alors à tout seigneur, tout honneur, commençons par notre capitaine Blaise Mao, le Roger Federer de la prospective et rédacteur en chef d'Ouzbek Erika. Salut Blaise. Salut Guillaume. Blaise qui est accompagné évidemment de mes 2 acolytes, à commencer par la surfeuse basque Annabelle Laurent. Salut Annabelle. Salut Guillaume. Et de notre Rital, évidemment, notre Rital insoumis Vincent Louquez. Salut Vincent. Ciao Guillaume. Alors, on va rentrer, j'ai envie de dire, dans le vif du sujet, rentrer dans l'art, avec une loi adoptée début janvier, dans cette petite île pleine de hipsters, des hipsters locaux ou non, mais une petite île surtout en avance sur pas mal de points, de l'emprisonnement de ces banquiers voyous à une première ministre issue des Verts, j'ai nommé Catherine Jakobsdottir. Vous avez reconnu ce pays, sans doute, c'est l'Islande. Alors, l'Islande vient d'adopter une loi sur l'égalité homme-femme, si j'ai bien compris, Annabelle. Est-ce que c'est historique ou anecdotique ? À toi de nous le dire. Alors d'abord, je vais te décrire un peu cette loi pour que tu puisses en juger. Depuis donc le 1er janvier, l'année a bien commencé. Pour les Islandaises. Pour les Islandaises et les Islandais. Les entreprises de plus de 25 salariés doivent être en mesure de prouver qu'un homme et une femme gagnent autant au même poste et à performance égale. Des contrôles auront lieu et en cas d'écart, les entreprises s'exposent à une sanction. Okay. Et l'objectif est d'éradiquer entièrement l'écart salarial d'ici 2020. L'écart salarial, oui, d'accord, mais l'écart de salaire entre hommes et femmes. Ouais, donc, est-ce que c'est historique ? Donc, en effet, c'est le premier pays au monde à imposer et à appliquer une stricte égalité des salaires, ce qui n'est pas étonnant de la part de l'Islande, qui depuis 9 ans est en tête du classement des pays les plus égalitaires sur le genre, d'après le Forum économique mondial. Ils ont élu en 1980 la première femme présidente d'un pays européen au suffrage universel. Leur parlement est presque à 50% composé de femmes et donc ils ne sont pas très loin de l'égalité salariale. Donc, est-ce que c'est historique ? On peut comparer avec la France, où les femmes sont payées 15,8% de moins que les hommes. Ouais. Donc ça s'explique par le fait que les femmes occupent plus souvent des métiers moins rémunérés, mais même à poste équivalent, les femmes gagnent 9% de moins que les hommes. D'accord. Donc ce chiffre-là, il a été rappelé par Muriel Pénicaud, notre ministre du Travail la semaine dernière, en disant qu'elle voulait mettre en place un plan d'action pour éradiquer cette différence, qui est quand même la plus dingue, 9% à vraiment exactement compétence égale. Sachant qu'en France, donc, des lois existent, mais seules 157 entreprises ont été sanctionnées depuis 2013. D'accord, oui. Donc moi je dis c'est historique si ça inspire les autres pays européens à faire de même, évidemment, sachant que selon un rapport du Forum économique mondial, toujours lui, publié en novembre dernier, au rythme actuel, les inégalités entre hommes et femmes au travail ne disparaîtront pas avant 2234. En France ? En Europe, si on continue comme ça. C'est bien, c'est super. C'est une bonne, donc, si on peut essayer d'améliorer les choses d'ici 2234, en s'inspirant de l'Islande, pourquoi pas ? Donc je dis historique. Ok, avant d'entamer le débat, juste Blaise, je crois qu'on est à peu près plus de 25 maintenant aux Ouzbek Erika. Si on était islandais, est-ce qu'on aurait des soucis avec la loi ? Ou est-ce qu'on respecte chez nous ? Je pense que c'est une question que se posent nos auditeurs. J'appelle et auditrices. le comité d'évaluation à mener un audit de notre entreprise. Ils seront les bienvenus. Soyez sûrs que dès que nous aurons de plus en plus d'informations sur ce dossier, nous leur ouvrirons les portes de notre comptabilité. De ce que je sais, à compétence égale, on respecte l'égalité salariale. Mais bon. Oui, je crois savoir que c'est le cas. Ouais, bon, même si je suis très mauvais avec les chiffres.
que ce n'est pas mon travail. Voilà. Je me permets juste d'ajouter, parce que j'ai oublié de le dire, mais il y a également l'Allemagne qui, le 6 janvier, a passé une loi qui permet à un employé qui s'estime discriminé de demander par écrit, alors non pas le salaire de quelqu'un à poste équivalent, donc moi je ne pourrais pas demander le salaire de Vincent ou de son salaire, mais le salaire moyen. Astronomique, voilà. Si tu savais. Sache si tu savais. Comme tous les salaires de journalistes. Mais le salaire moyen de 6 personnes du sexe opposé. Voilà, pour pas que ça soit nominatif, mais pour quand même qu'on puisse avoir une idée de est-ce que l'écart salarial est à peu près... Voilà, c'est énorme ou pas, ouais. Intéressant aussi comme nouvelle loi de nos voisins européens, n'est-ce pas? Et de nos voisins allemands qu'on respecte et qu'on admire. Blaise, Vincent, c'est historique ou pas? Je pense que c'est historique. En fait, ça me fait penser aussi au débat autour de l'environnement sur est-ce qu'il faut des mesures contraignantes ou est-ce qu'il faut des mesures incitatives. Je pense que sur ces sujets-là, on a fait des mesures incitatives, ça suffit pas, et il faut des mesures contraignantes, voire très contraignantes. C'est un petit peu comme le nombre de femmes à l'Assemblée, voilà, sur certains sujets. Et je pense que pour faire avancer les choses, on est obligé d'en passer par des mesures contraignantes. C'est ce qu'on évoquait avec la dictature verte, notamment, sur ces sujets-là. Il faut y aller franco. Même si nous sommes des démocrates convaincus, bien sûr, évidemment. Démocratie sachant se faire respecter. Personne n'en doute. Donc historique, Vincent. Oui, je suis d'accord avec mes petits camarades. Okay. Je suis pour la démocratie forte aussi. Dans la mesure où effectivement, je pense qu'il y aura toujours des arguments. On entend beaucoup parler d'arguments. Disons que voilà, à poste égal, finalement, ça dépend pas forcément de l'entreprise, mais de ceux qui vont le plus négocier, de ceux qui, c'est tout le débat autour de la culture derrière la discrimination, c'est la culture de se croire en comment dire, la légitimité de demander plus de salaire, etc. Donc il y a toujours plein d'arguments, mais effectivement, il y a un moment, il faut trancher dans le gif pour forcer les choses. Et c'est peut-être historique plus en tant que symbole et en tant que, on peut l'espérer, force d'entraînement pour les autres pays européens. Donc on est tous pas d'accord avec Christophe Barbier qui avait fait une merveilleuse sortie en estimant que l'égalité salariale... c'était... Christophe Barbier de l'Express. Je crois, oui, mon ancien employeur, tout à fait. Donc je vais m'arrêter là et donc on décrète que c'est historique. Madame Google, qu'en pensez-vous? C'est historique. Merci à elle, elle a tranché, c'est merveilleux, magnifique. On la remercie beaucoup. Et on va enchaîner sur cet historique avec peut-être un autre historique, je ne sais pas. Il est noté dans mon programme, Vincent, le génome d'un homme disparu. Je sais qu'il est question d'Islande, qu'il est question de génétique. On change de sujet, mais on reste dans la même zone géographique. Raconte-nous un peu ça, parce que je n'ai pas très bien compris. Et oui, c'est assez mystérieux. C'est l'histoire de Hans Jonathan, ou Hans Jonathan. Je maîtrise mal l'accent islandais. C'est un homme qui est mort il y a 190 ans, en 1827, et dont le corps a disparu. Donc jusque-là, c'est le cas de beaucoup de gens morts en 1827, je pense. Mais la particularité, quand même, c'est que malgré le fait qu'on n'ait plus de traces de cet individu et aucun échantillon de son organisme, les chercheurs ont réussi à reconstituer une partie de son ADN, de son programme génétique. Ce qui est une première mondiale, qu'ils ont réussi à faire en enquêtant et en retrouvant la trace de tous ses descendants, enfin d'une partie de ses descendants. Les chercheurs estiment qu'aujourd'hui, Hans Jonathan a 788 descendants. Pas qu'il ait particulièrement eu beaucoup d'enfants, il avait 2 enfants, mais c'est la magie de la reproduction humaine finalement. C'est la magie de l'amour en un sens. De l'histoire de la vie. C'est ça. C'est comme la multiplication des pains. C'est ça. Et ou de la fonction exponentielle pour être moins romantique. Soyons plus scientifiques. Mais c'est aussi là, voilà. Et ils ont retrouvé 182 de ces centaines de descendants. 182 descendants dont ils ont récupéré une partie du génome, dont 20 personnes qu'ils ont entièrement séquencées. Et à partir de là, ils ont pu reconstituer donc exactement 38% du génome de la mère de Hans Jonathan et donc 19% du génome de Hans Jonathan. Alors, c'est du reverse engineering génétique, enfin du décodage. C'est un peu ça, c'est vraiment de l'enquête policière, retrouver chez les descendants actuels la part de ces descendants, parce qu'eux ont des centaines de personnes à l'époque de Hans Jonathan qui étaient leurs arrière-grands-parents, et ils ont réussi à identifier quels étaient les gènes appartenant à cette personne. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui a une histoire particulière qui a permis de faire ses recherches. C'était un esclave, Hans Jonathan, dans l'île de Sainte-Croix, la petite île de Sainte-Croix dans les Caraïbes, une île qui appartenait aux Pays-Bas. On est loin d'Islande là. On est loin d'Islande, mais l'histoire n'est pas finie. C'est un homme incroyable qui est assez connu en Islande en fait. Il y a une biographie qui a été publiée en anglais sur lui.
C'est un homme qui ensuite a migré au Danemark. Pardon, j'ai dit Pays-Bas, c'était une colonie danoise. D'accord. Il a migré avec ses maîtres, du coup, comme il était esclave. Et il s'est ensuite échappé. Il a pu s'échapper et rejoindre l'Islande, qui était une terre où il a pu se trouver refuge. D'accord. Et arriver là-bas. Et de ce qu'on dit, c'était le premier homme noir à vivre en Islande. Ce qui explique qu'il avait un patrimoine génétique très particulier et qu'il a pu ces gènes ont pu être tracés plus facilement par les chercheurs à cause de ça. C'est fascinant, mais ça a un intérêt. Enfin, je veux dire, on est sur l'historique ou anecdotique. Est-ce que cette découverte a un intérêt L'intérêt, c'est que c'est la première fois qu'on arrive à reconstituer un ADN de personnes disparues sans avoir les traces. Donc, on peut imaginer avec tout le progrès génétique des tonnes d'applications pour reconstituer le visage ou l'histoire ou les caractéristiques d'individus. Si on fait ça avec Jésus, par exemple, on pourrait avoir le visage noir de Jésus. Exactement. Trouver que Jésus n'était pas celui qu'on croit. Guillaume est lui-même un descendant de Jésus. Bien sûr, comme nous tous. Comme beaucoup de gens. D'Adam et d'Ève d'abord, et puis ensuite, je pense qu'on est tous d'accord. Non, d'accord. Retournons en Islande. Pardon, ne perdons pas trop le fil. Non, je m'embarque dans les détails, mais juste pour conclure, il y a cette histoire qui est fascinante parce qu'avec tous les progrès de la génétique, ça ouvre plein de perspectives si on peut retrouver des patrimoines de nos arrière-grands-parents ou des personnages plus illustres. La limite de ça, c'est qu'évidemment, comme je disais, c'est possible parce que, très spécifiquement dans son histoire, c'était un individu qui était très différent des gens qui l'entouraient. Il avait un patrimoine génétique différent et l'Islande était aussi réputée pour être un pays où les arbres généalogiques étaient bien constitués, ce qui fait qu'ils ont pu retrouver la trace de beaucoup de descendants. Mais pour les grands-parents de Guillaume ou arrière-grands-parents de Guillaume Ledy, par exemple. Voilà, je pense que ce serait plus compliqué. Un petit peu plus complexe, d'accord. Mais ça reste historique en tant que symbole, parce que c'est la première fois c'est presque un symbole des progrès fulgurants qu'on fait en génétique et en recherche dans le domaine. Mais voilà, ça reste symbolique parce qu'on ne pourra jamais tous retrouver la trace de nos arrière-grands-parents. Et remonter comme ça le fil de l'ADN, d'accord. Moi, je fais confiance au jugement de Vincent sur ces questions-là, donc je vais dire que c'est historique, mais allez-y vous deux, Annabelle. Qu'est-ce que tu... Moi, j'ai bien aimé la fabuleuse histoire de Hans Jonathan. Pour autant, je vais dire anecdotique, parce que d'après ce que tu racontes, les conditions ont quand même l'air très, très particulières pour recréer à nouveau un tel exploit. Donc, ce ne sera pas généralisable. Voilà. Pas donc, tout de suite, je suis déçu. Je suis extrêmement déçu. 2 historiques, un anecdotique. Blaise, attention. Mais c'est effectivement un beau roman, c'est une belle histoire, mais je pense que les 19% du génome, finalement, c'est pas grand-chose par rapport à l'effet d'annonce. Je pense que l'histoire est assez croustillante. Ça aurait été 95% de son génome, ça aurait déjà été un petit peu plus waouh. Donc là, on manque de waouh. Donc je vais voter anecdotique. C'est très waouh, toi. T'as besoin de... pauvre Hans, et comme la voix féminine compte plus, c'est anecdotique. Je crois. C'est anecdotique. Et Madame Google a tranché également. Merci à elle. C'est parfait parce qu'elle nous permet d'enchaîner comme Exactement. Ça. On était en Islande. On était deux sujets islandais. On va rester dans les Landes. C'est super cette transition, je l'adore. Avec Raymond DeVos. Avec Blaise qui va nous parler d'un sujet qui a pas mal fait parler dans notre bon pays en ce mois de janvier 2018. Ce sujet est un sujet qui traîne depuis quelques années. C'est Notre-Dame-des-Landes. Oui, c'est un sujet qui traîne depuis 50 ans, en fait. Donc ça fait pas mal d'années. Et donc, le 17 janvier dernier, Édouard Philippe, et non pas Gérard Philippe, comme je l'ai appelé ce matin dans une discussion à bâton, a donc officialisé l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Projet qui a donc traîné depuis des années. Il y avait eu effectivement l'engagement. Il y avait eu le référendum l'année dernière qui avait fait couler beaucoup d'encre, mené sous François Hollande, avec des critiques sur les critères en fait de vote, les critères géographiques de vote. Parce que c'était juste sur la région. Voilà, exactement. Est-ce qu'il fallait que ce soit ultra local, local, national? C'était une consultation. Voilà, consultation populaire. Ensuite, Emmanuel Macron, sans jamais s'engager officiellement pendant la campagne sur le sujet, avait quand même laissé une porte ouverte sur la fermeture du projet. Il avait donc nommé un comité de 3 personnes, dont une personne d'ailleurs proche de Nicolas Hulot, qui avait statué, qui avait recommandé la fermeture, enfin un avis plutôt favorable à l'abandon du projet, on va dire. Et donc là, il y a cette officialisation. Alors ça a été, je le disais, c'est un projet qui a une 50aine d'années au départ, le projet de grand aéroport à proximité de Nantes. Alors ça a été évidemment accueilli à droite
sous les huées de Laurent Wauquiez qui dénonce une capitulation de l'État. Jean-Luc Mélenchon parle quant à lui de la fin d'une aberration écologique et financière. Et les zadistes et leurs soutiens parlent, eux, d'une première manche, parce que pour eux, le combat, la lutte plutôt continue. Il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui sur ce dossier. Sur le quand et le comment de l'évacuation, comment ça va se passer, quel va être le calendrier. Est-ce qu'il faut une évacuation d'ailleurs? Il faut une évacuation. Alors, a priori, c'est l'engagement. C'est-à-dire que alors, la route a été libérée, là, dernièrement. Voilà, la route a été libérée, mais il y a encore sur place quand même pas mal de gens qui vivent sur place. Et il y a aussi la question du contrat avec Vinci qui est très sensible. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que le gouvernement a bien mené sa barque, je trouve, dans la mesure où ils n'ont pas laissé le dossier à hulot, comme une espèce de sujet écolo porté par le ministre de l'Environnement. C'est vraiment le Premier ministre qui s'est accaparé le dossier. Et Hulot a eu plutôt un discours de fermeté post-annonce, justement pour contrebalancer. Je pense qu'ils ont été assez habiles, on va dire, d'un point de vue médiatique et communicationnel sur ce dossier. En EDL, tu veux dire? Voilà, en termes d'éléments de langage, les fameux EDL de NDDL. On y est. Et la prédiction faite par Uzbek Erika en début d'année ne s'est pas vérifiée. Donc celle qui imaginait que Nicolas Hulot allait s'enchaîner à un chêne centenaire à Notre-Dame-des-Landes faisant face au CRS en cas d'évacuation violente ne s'est pas vérifiée. Juste, nous, on s'est amusé à partir de cette actu-là aussi sur le site à imaginer 4 petits scénarios futurs pour ce Notre-Dame-des-Landes que va devenir le site, même sans l'aéroport. Donc on a imaginé peut-être un scénario qu'on a appelé New Montmartre, dans lequel il y aurait une reconquista conservatrice avec des brasiers, des drones, des interventions militaires en veux-tu en voilà dans les prochains mois. On a imaginé un scénario dit de la bulle, celui de l'enlisement et du scénario hollandais, référence à notre ancien président. Il ne se passe rien. Un troisième scénario baptisé ZAD.io, dans lequel on imagine que Vinci va créer une branche, une filiale Collapse and Resilience pour travailler sur l'atténuation et l'anticipation et la résilience face aux changements énergétiques et environnementaux. C'est très Startup Nation, quoi. Voilà, avec le comité invisible qui se moque d'une Disneylandisation de la transition à Notre-Dame-des-Landes. Et puis un dernier scénario qu'on a appelé Polyculture debout, en référence à Nuit debout, et on imagine l'émergence d'un commun foncier contributif, un territoire d'expérimentation et de pratiques agro-environnementales rénovées sous le pilotage des acteurs locaux. Voilà, donc un truc qui plairait aux zadistes a priori. A priori, en tout cas les plus ouverts d'esprit. Voilà, donc on a essayé de jouer un peu ce jeu de la prospective, juste pour vous dire que c'est quand même, à mon avis, une décision historique. Voilà, parce que d'abord, ça met un terme à un débat qui a un demi-siècle, et que même si c'était un peu dans les tuyaux, que l'info avait, entre guillemets, fuité, que tout le monde s'attendait à cette issue, elle vient quand même mettre un terme à un débat qui n'avait pas été tranché sur le quinquennat précédent. Annabelle, est-ce que pour toi c'est historique ou anecdotique, cette décision? Historique aussi sur la fin d'un feuilleton de 50 ans. En fait, historique tout court, mais c'est juste qu'il faut voir quels projets d'installation vont être retenus. Donc, lisez Uzbek Erika. Je dis au gouvernement, lisez ces 4 scénarios fabuleux et choisissez éventuellement le meilleur. Pas celui de... Pas le 1, quoi. Pas le 1. Évitez juste de lire le premier. Pas la Reconquista conservatrice, ce serait sympa. Vincent? Voilà. Moi, je vais dire anecdotique pour la beauté du sport, pour contredire un peu mes camarades, sinon c'est pas drôle. Mais il faut des arguments, tu sais. Ça. Ah bon? Je crois que c'est le jeu. C'est beaucoup moins drôle alors. Non, je pense qu'en fait, c'est symboliquement une bonne décision pour tout un tas de raisons sur le côté inutile de ce projet, mais j'ai l'impression que ça reste quand même quelque chose qui aborde pas le vrai sujet, qui est que finalement, on va redévelopper l'aéroport actuel, le moderniser, pour faire en sorte que l'augmentation du trafic aérien, du flux de trafic aérien qui est prévu reste le même, ce qui fait qu'on n'aborde pas le vrai débat qui est celui du climat, de l'écologie, qui lui reste tout aussi grave. On y viendra dans mon prochain sujet. Et voilà. Et donc c'est anecdotique parce que ça règle pas les vraies questions écologiques pour moi. D'accord. Bon malheureusement, tu es en minorité puisque à 3, puisque je vote historique également, à 3 contre 1, c'est historique. Il fallait pas argumenter pour. Non, j'argumente plus. Moi, j'ai plus le temps là. T'es un chef.
C'est historique. Voilà, et Madame Google nous dit qu'on n'a plus le temps aussi. Merci encore une fois à elle. On a l'impression qu'on est un peu sponsor par Google dans ce podcast. Je tiens à dire que c'est pas le cas. C'est juste pour vous expliquer d'où vient cette voix étrange de Google Translate, un outil, ma foi, fort utile parfois. On va trouver un prénom pour la prochaine peut-être. Ouais, on va l'appeler. On va lui trouver un prénom. D'ailleurs, on Alexa proposera. Non, ça c'est autre chose. Un outil fort utile, disais-je, comme un autre réseau social. Enfin, Google n'en est pas un. Ils ont tenté, mais ils n'ont pas réussi. Un réseau social parfois utile qui s'appelle Facebook. Et Facebook bouge et prend plein de décisions en ce début d'année. Les bonnes résolutions de Mark Zuckerberg, aka Zuki. Annabelle a voulu nous parler de ça dans son deuxième sujet pour le mois de janvier. Dis-nous tout. Absolument, un sujet de panique pour tous les médias ce mois-ci. Donc le 11 janvier, Zuckerberg annonce une énième refonte, mais tout de même importante refonte de Facebook et surtout du fil d'actualité. Ouais. Ce qu'on voit quand on se connecte, quoi, c'est ça ? Le newsfeed, Guillaume, absolument. Et donc celui-ci va nous présenter donc plus de contenu de notre famille, de nos amis, de nos collègues, et non plus le contenu des médias et des pages des marques diverses et variées. D'entreprises privées, quoi. Ouais. Voilà, donc plus de nouvelles de vos cousins, de votre grand-mère au détriment d'Uzbek Erika, ce qui est en soi terrible et qui a fait hurler les médias. L'idée de Zuckerberg étant de rapprocher les gens, toujours, il ne déroge pas à sa règle depuis 2005, je crois. Donc voilà, l'idée étant que nous partagions plus et que nous voyions évidemment plus de contenu publicitaire, puisque ne soyons pas naïfs, les amis. Ne soyons pas dupes. Oh non. Voilà, donc, cette décision n'était pas une surprise, puisqu'il y avait donc eu un test déployé fin octobre dans 6 pays. Guatemala, Slovaquie, je ne les ai pas tous notés, mais à l'époque, on avait déjà vu quand même les prémices d'un petit changement un petit peu inquiétant pour les médias. Zuckerberg a aussi, tu parlais de bonnes résolutions, il a chaque année une super résolution, et celle de cette année était à la fois plus raisonnable et moins raisonnable que d'habitude, puisque c'était de réparer Facebook. Ouais, d'habitude, c'est des objectifs personnels, genre lire 25 bouquins ou 52 par semaine, pardon. Ouais. Apprendre le mandarin. Ouais. Ce qu'il a fait, bravo Zuki. Donc là, c'était quand même une année un petit peu mouvementée pour Facebook, on peut dire, avec la polémique sur les fake news. Sur les fake news aux États-Unis, le poids de Facebook dans l'élection présidentielle américaine, les anciens de Facebook qui se mettent à faire des mea culpa en disant « Oh mon Dieu, on a créé un monstre ». Bravo à eux. Voilà, on avait, en autre prémisse, on avait aussi eu en décembre une initiative un petit peu inédite de Facebook qui dépêchait 2 chercheurs maison pour se demander si Facebook était oui ou non bon pour nous. Ce qui était sympa de se demander ça. La conclusion étant que oui, Facebook est bon pour nous, mais évidemment si nous sommes actifs dessus. Bien sûr, il ne faut pas... Bah oui, parce que si nous observons passivement les autres s'amuser, évidemment, on est malheureux. C'est pas la télévision, quoi. Mais si on like, si on commente, si on est un bon utilisateur, évidemment, on est pleinement épanoui. Ce qui est le cas de tout le monde autour de cette table, d'ailleurs. Voilà. Ou pas. Donc, est-ce que c'est historique ? Oui, c'est ça la question qu'on se pose. C'est à la fois très important pour les médias, bien sûr, puisqu'il s'agit de rompre de façon un petit peu forcée avec la dépendance que nous avons tous vis-à-vis de Facebook. Oui, en gros, il voit une perte il risque d'atteindre moins d'audience avec ce changement d'algorithme du fil d'actu, c'est ça l'idée ? Forcément, les médias vont tous, a priori, connaître une baisse de trafic. Chute de trafic sur le web, et de reach importante. Voilà, donc Facebook est-il ou non un média depuis pas des dizaines d'années, mais depuis des années, Facebook refuse son statut d'éditeur pour ne pas assumer les responsabilités qui vont avec. Donc, pourtant, toutes les études montrent qu'ils sont une source majeure d'informations, en particulier pour les 18-25, en gros. Ouais, même 35, je crois, mais bon, oui. Voilà, maintenant, dernière info en date, Facebook veut classer les médias en fonction de leur crédibilité.
Donc c'est quand même assez fabuleux, la façon dont il jongle avec le concept de sommes-nous un média ou pas. Pour autant, on peut quand même dire que c'est anecdotique, car avec Facebook, tout change tous les 2 mois. Donc je dirais... Anecdotique Anecdotique historique. Anecdotique du bout des lèvres, d'accord. Non, mais voilà, parce que c'est amené à changer rapidement et on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. Ouais, d'un revirement même complet, quoi. Voilà, d'accord. pas de panique, mais ce qui est sûr, c'est que c'est important pour repenser un rapport plus sain des médias à Facebook. Blaise, est-ce que tu estimes que c'est historique ou anecdotique, cet changement d'algorithme de Facebook ? Non, moi je dirais anecdotique aussi, parce que c'est vrai que en fait, il y a un côté un peu ridicule. Tous les médias attendent la parole de Mark Zuckerberg et qu'est-ce qu'il va faire d'eux, quoi. Il y a un côté un peu absurde à concentrer toute sa stratégie d'audience sur Facebook. Nous, par exemple, chez Uzbek, c'est aussi pour ça qu'on est autour d'une table avec des micros. C'est aussi parce qu'on veut diversifier la manière dont on atteint les gens, et je pense que c'est très important que les médias se remettent à réfléchir sur comment on n'est pas 100% dépendant d'un seul canal. Et voilà, je pense que ça revient tous les 3 mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois, il y a la nouvelle réforme de l'algo de Facebook. C'est pas fini, parce qu'il va y avoir les suites du procès avec l'affaire de la Russie et de l'élection de Trump. Il peut se passer énormément de choses, et je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait de plus en plus de distance entre les médias et Facebook, parce qu'il y a un côté un peu malsain. On a atteint un point, en fait, un peu maximum, dont tout le monde se rend compte que cette décision, d'ailleurs, ça dessert tout le monde, souligne, quoi, ce point et cette dépendance. Ça dessert la crédibilité de Facebook avec l'avènement des fake news, ça dessert les médias qui sont 100% dépendants de Facebook. Donc pour moi, cette actu-là, elle est un petit peu anecdotique. Très bien. Vincent, tu es sur la même ligne ? Pour la même raison que Blaise, je vais dire l'inverse. Ah. Ça m'étonne pas de toi. L'esprit de contradiction. Ouais. Non, c'est-à-dire que je trouve les arguments de Blaise très bons, mais du coup, pour moi, c'est historique, parce que c'est le début de la fin pour Facebook et le début de l'ascension pour Uzbek Erika. Je pense que les gens on est déjà très haut. Mais je sais, mais je vise encore plus haut, comme un certain Roger Federer. On en parlera tout à l'heure. Je tease trop le sujet, c'est terrible. Non, je pense que c'est le début où les gens vont commencer à venir sur uzbekerika.com par la home, vont venir écouter les podcasts, et les auditeurs vont venir sans passer par Facebook, et que voilà, ils vont enregistrer nos articles sur des disquettes. Je pense qu'il y a un croisement des courbes entre Facebook et Uzbek Erika qui est en train de s'opérer, et que on va voilà, c'est pour ça, c'est historique. On ne peut souhaiter que ça, malheureusement. On va se ranger à l'avis d'Annabelle et de Blaise, et Madame Google va nous dire que cette décision de Facebook est anecdotique. C'est anecdotique. Désolé Vincent, vous verrez. Alors garde la parole Vincent, c'est cool parce que tu l'as teasé tout à l'heure. Tu as un petit sujet sympa, un sujet rafraîchissant pour nos auditrices et nos auditeurs. Pour finir sur une bonne note. Une petite bonne note de ta part. Toujours compter sur Vincent là-dessus. Allez, mets-nous bien avec cette histoire d'horloge de l'apocalypse. Alors ne quittez pas ce podcast tout de suite. Malgré tout, dans 2 minutes, vous allez tous mourir. Parce qu'il est 23h58. Et à minuit, c'est la fin du monde. Super. Voilà, c'est ce qu'a donné comme information le Bulletin of the Atomic Scientists, qui est un magazine de scientifiques atomiques, un magazine fondé en 1947 par des scientifiques qui avaient des remords d'avoir participé au projet Manhattan. Ça me rappelle les gens de Facebook. Des remords d'un autre ordre de grandeur quand même, parce que là, c'est les mecs qui ont mis au point la bombe atomique qui a ravagé le Japon. Oui, d'accord. Et donc, réalisant qu'ils avaient créé un monstre potentiellement destructeur et pouvant signer la fin de l'humanité, ils ont monté cette horloge de la fin du monde, qui est en fait un gradient qui n'a pas vraiment de valeur scientifique, mais qui a un gradient pour plutôt médiatiser ces problèmes-là. Et qui, pas tous les ans, mais régulièrement depuis 1947, indique l'heure qu'il est sur une échelle de 24 heures, pour nous dire à quel point on est proche de la fin du monde. Sachant que minuit, c'est la fin du monde. Minuit, c'est la fin du monde, et c'est originellement l'apocalypse nucléaire, la guerre nucléaire. Okay. On n'a jamais été aussi proche de la fin du monde, puisqu'il est 23h58 en 2018. La seule fois où on était à 2 minutes de la fin du monde, c'était en 1953, quand les États-Unis et l'URSS avaient mis au point la bombe H, la bombe à hydrogène, grosso modo 1000 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. D'accord. Aujourd'hui, on est quand même de l'ordre encore de 10 000 fois plus puissante qu'Hiroshima. Et ce que disent les scientifiques, alors ils justifient leur classement en disant voilà, on a un conseil avec nous qui comprend 15 prix Nobel, qui sont des gens très sérieux, qui réfléchissent à ces sujets. Et ils ont identifié 3 menaces principales qui, en 2018, légitiment le fait qu'on soit si proche de la fin du monde. C'est d'une part la menace nucléaire, toujours la menace climatique,
également, et la menace technologique, dont on parle souvent sur Uzbek Erika, qui développe un peu moins, mais qui est celle des fake news, de la problématique comment la technologie peut surpasser l'homme. Il parle des robots tueurs, je suppose aussi. Il parle de robots tueurs, il parle de plein de choses. C'est un peu fourre-tout sur la technologie, mais c'est pas tellement leur sujet. Leur sujet, c'est plus d'abord le nucléaire, évidemment avec notre cher ami Donald Trump, qui trouble beaucoup la diplomatie mondiale. Alors d'une part, évidemment, avec la Corée du Nord, avec ses batailles d'ego et ses batailles de mots avec Kim Jong-un. Mais pas seulement, parce que ça, c'est ce qu'on voit le plus, mais il y a aussi la question iranienne, avec la remise en cause de l'accord qu'avait obtenu Obama et la communauté internationale sur le nucléaire iranien, qui est remis en cause par les déclarations et les méthodes de Trump. Il y a le problème avec la Russie. On sait qu'il est plus ou moins proche de la Russie suivant les moments, mais il y a l'OTAN, les scientifiques disent qu'il y a beaucoup trop de manœuvres en permanence militaires pour s'impressionner l'un l'autre sur les frontières de l'OTAN et de l'autre côté avec la Russie, et que tout ça peut engendrer finalement, alors que l'ancien secrétaire d'État à la Défense de Bill Clinton, qui s'appelle William Perry, expliquait qu'on était à 2 doigts d'une guerre nucléaire par accident. Oui, le côté l'histoire du faux positif là. C'est-à-dire par exemple ce qui s'est passé à Hawaï le 13 janvier, il y a eu une alerte nucléaire qui a créé une panique totale sur l'île pendant une demi-heure. Et il aurait très bien pu y avoir une escalade comme ça où Donald Trump, depuis son golfe de l'autre côté des États-Unis, aurait appuyé sur son gros bouton nucléaire. Faut qu'il arrive à la valise quand même, je crois que ça prend un peu de temps vu qu'il se déplace parfois. En tout cas, des gens très sérieux disent que il y a un risque d'escalade parce qu'on joue avec le feu. En fait, on joue beaucoup trop avec le feu. Le scénario du oups. Le scénario du oups, mais le oups nucléaire. Oups, fin du monde. Donc voilà, ça plus évidemment la menace climatique qui est toujours aussi présente. Les scientifiques emploient le terme lamentable pour décrire l'action des dirigeants du monde face à la menace climatique qui ne sont pas du tout à la hauteur. Sauf Emmanuel Macron quand même. Sauf Emmanuel Macron. Il fait des petites vidéos. C'est intéressant parce que il cite Emmanuel Macron. Figurez-vous, les scientifiques citent Macron, qui a organisé le One Planet Summit en décembre dernier. Make our planet great again. Et voilà, et qui disait, Macron disait que là, on était en train de perdre la bataille, qu'on n'allait pas assez vite. Donc sa campagne de com à l'international fonctionne. Ça fonctionne très bien, mais malheureusement, c'est qu'auprès des scientifiques et qui nous disent, voilà, grosso modo, on est quand même mal barré. Et ils finissent sur une petite note positive en disant, on peut remonter l'horloge. On n'est pas encore obligé d'aller dans ce qui, d'un point de vue scientifique, est une hérésie, mais d'un point de vue médiatique, est assez intéressant. Puisque eux insistent sur le fait que, évidemment, il faut que Trump arrête de jouer avec Twitter en permanence, mais il faut aussi que les citoyens arrêtent de penser que c'est la faute forcément de leurs dirigeants. Non, c'est la faute des citoyens. C'est les citoyens qui sont responsables, et donc c'est aux gens à tous les niveaux d'agir pour empêcher leurs dirigeants de faire n'importe quoi. C'est un peu simpliste comme message, mais c'est quand même intéressant. Le message est passé. Il faut éviter la fin du monde si tant est que vous vouliez ne pas vivre l'apocalypse. Simplement, demain matin, levez-vous et évitez la fin du monde. Merci. Bougez-vous, merde. Et donc pour revenir à notre historique ou anecdotique, méthodologie, je dirais que c'est historique, puisque je soutiens totalement cette démarche, et je pense que de toute façon, la fin du monde est un événement assez historique en soi, si on y réfléchit. Donc, attends, mais tu soutiens une démarche sur laquelle tu as écrit un article, tu veux dire que t'es pas objectif dans la manière de travailler. Mon Dieu, Vincent. Crise dans la vérité. Ça y est, on me cache tout. Vérité dans ce studio. On sait que je suis dans le complot des scientifiques mondiaux. Bien sûr. La vérité sort, c'est bien ce podcast, ça permet de rétablir un peu des vérités ou de les faire émerger. C'est historique pour toi. Ces 2 minutes à venir sont historiques, profitez-en. Très bien. Annabelle, toi, qu'est-ce que tu vas faire de ces 2 minutes? Mais si ces 2 minutes à venir sont historiques, je vais en profiter pour être évidemment pas du tout d'accord avec Vincent. C'est le moment d'être aussi en contradiction. Non, je vais dire c'est anecdotique car je n'en peux plus de la collapsologie qui est si présente sur ce site. Voilà Vincent, prends-en pour ton grade. Donc Pablo Servigne, Vincent Louquez, ceci est un message pour vous. Laissez-nous tranquilles. C'est pas l'honneur d'être sur le même plan que Pablo Servigne. Bon, Blaise doit trancher, donc comme d'habitude, on a un historique et un anecdotique. Je pense que c'est un vrai débat, la collapsologie, parce que c'est comment on est efficace contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'il faut se dire, il faut pas être catastrophiste, il faut être dans l'action positive et on peut changer le cours des choses, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un premier déclic et il faut acter qu'on va à la catastrophe et donc être collapsologue et avoir vraiment conscience de l'ampleur des dégâts à venir pour réussir à faire des actions qui sont vraiment efficaces. C'est un vrai débat. On voit de plus en plus de gens qui ont basculé du camp des un peu, on va dire, bisounours entre guillemets, qui veulent surtout pas lire de choses catastrophistes, au camp des collapsologues. C'est ça la tendance du moment. On voit la collapsologie qui devient un objet d'étude, qui devient une sorte de discipline, de science en tant que telle. Donc c'est un premier point. Je pense que ça donne un peu de crédit quand même
à l'analyse de Vincent. Et je le rejoins quand même sur le scénario du Oups. Moi, je me rappelle qu'ici même, il y a 2 mois, on avait parlé de la Corée. Oui, tout à fait. J'avais déjà dit que j'avais très peur pour nos amis japonais qui se réveillent un matin ou qui ne se réveillent pas, justement. Je pense que malheureusement, le scénario de l'accident dramatique n'est pas à exclure. Donc cette horloge. J'ai trouvé les arguments convaincants de Vincent. Oui. D'accord. On va dire donc que c'est historique. Désolé, Annabelle. C'est historique. Pardon. Non, je ne m'estime pas du tout vaincu, ne vous inquiétez pas. Alors, autre débat et dernier débat sur lequel on va, je pense, passer un peu rapidement. Pardon, Blaise. Ou pas. À toi de me le dire. Il y a des regards menaçants qui sont échangés dans ces studios en face de moi. Envole-toi poétiquement et parle-nous de ton héros, de ton idole, que dis-je, de ton dieu. Non, je n'ai pas de dieu. Non, bon, peut-être. Ok. Non, mais je ne sais pas ce que vous avez fait hier matin entre 9h30 et 13h, mais moi j'ai passé un très bon moment puisque j'ai regardé la finale de l'Open d'Australie et que j'ai vu Roger Federer remporter son 20e titre du Grand Chelem. Donc Roger Federer, le tennisman. Oui, pour ceux qui seraient très très loin de. Peut-on encore parler de tennisman? Voilà. C'est sa définition de base, c'est tennisman, mais il est beaucoup plus que ça. 20e titre du Grand Chelem. Il a gagné 10% de l'ensemble des tournois du Grand Chelem depuis 1968, c'est-à-dire depuis que le tennis est devenu un sport professionnel. Ah ouais. Et quelques chiffres encore, en Grand Chelem, donc dans les 4 grands tournois majeurs, c'est 332 victoires à ce jour, et 30 finales, dont 20 gagnées. Ouais, d'accord, c'est monstrueux. Au total, dans sa carrière, 1139 victoires en professionnel, si on cumule sur toute sa carrière. On savait déjà que c'était le plus grand tennisman de tous les temps. On avait le sentiment qu'il était en train de devenir le plus grand sportif de tous les temps, et je pense qu'il l'a confirmé hier. Il a démontré qu'en fait, on pouvait... c'est souvent une règle dans le sport, enfin pas une règle, mais une espèce de manière de penser qu'on ne peut pas être à la fois élégant et performant. Ouais. Et lui, il a confirmé ça. Et il l'a confirmé à 36 ans, c'est-à-dire, moi je me rappelle qu'on avait écrit un petit article dans Uzbek Erika il y a 5 ans déjà, quand il avait perdu à l'US Open. On avait déjà clamé notre amour pour lui et on avait évoqué le fait que c'était peut-être le dernier des romantiques, Roger Federer, et que sa fragilité physique était palpable et on avait peur que ça se finisse en eau de boudin. Et en fait, 6 ans après, il est en train de démontrer qu'il est plus fort que tout le monde. Il a gagné au 5e set hier contre un joueur qui a 10 ans de moins que lui. Ouais. Ça pose vraiment la question de jusqu'où il va aller, jusqu'où il peut... Quand est-ce qu'il va s'arrêter déjà? Est-ce qu'il a prévu un truc? Est-ce qu'il a déclaré qu'il s'arrêterait il a dit qu'il aimait jouer et que tant qu'il aurait plaisir à jouer, il continuera à jouer. Après, je pense qu'il est suffisamment professionnel pour avoir conscience que c'est plus intéressant pour lui de finir sur un grand titre en Grand Chelem que sur une vilaine blessure. On peut imaginer qu'il a encore 1 ou 2 titres à gagner cette année. Ouais. Je pense qu'il en a encore pour 1 ou 2 ans comme professionnel. Et on peut pas envisager qu'il joue en double, genre il n'y en a pas qui terminent leur carrière en jouant en double, en faisant des trucs, non? C'est pas trop un joueur. Il a autre chose à faire. Il a des tournois du Grand Chelem à gagner. Il a déjà renoncé à la Coupe Davis. Il a eu l'honnêteté de le dire. Donc il rêve plus grand, si je peux me permettre. Et je pense que si on est dans un scénario s'il nous reste vraiment 2 minutes à vivre, je pense qu'il faut s'en remettre. Et si on croit à l'homme providentiel, je pense qu'il faut vraiment s'en remettre à Roger Federer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui je confierais les clés de l'humanité sans aucun scrupule. Mais alors vraiment aucun. Un dictateur éclairé, un mec qui pourrait nous je suis pas seul. Un avenir. Nous ne sommes pas seuls. Il faut savoir qu'en 2012... il a reçu 132 voix à son nom aux élections parlementaires suisses. 132 Oui. Sachant que les Suisses sont 150. Pardon. Et surtout, il avait été élu déjà il y a 6 ans personnalité la plus respectée, admirée et digne de confiance de la planète, derrière Nelson Mandela et Bill Gates. Donc ce triumvirat, je sais pas vraiment de sens quand on le découvre comme ça, mais Nelson Mandela n'est plus. Nelson Mandela n'est plus. Mais Bill Gates est, et il a tourné dans un spot de pub avec Roger Federer, ce qui est un signe. Peut-être. Ils sont en train de... Et donc celui-là se prépare. Non, en tout cas, voilà, moi je suis évidemment un grand fan de Roger Federer, comme beaucoup de gens. Mais du gouvernement mondial, donc, parce que là tu viens de t'avouer. Alors oui, on avait fait mais pas pour les mêmes raisons que plein de gens. Mais on avait fait un dossier dans Uzbek. On en reparlera. On fera un podcast spécial sur le gouvernement mondial. Spécial gouvernement mondial, c'est une excellente idée. On va conclure avec Roger et savoir si c'est historique ou anecdotique pour toi. Évidemment. Donc bref, pour moi. Évidemment, c'est historique. Avec tous ces arguments-là, Annabelle, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de Roger Federer? Connaissant extrêmement bien Roger Federer, d'abord, je tiens à dire que Blaise avait les yeux brillants pendant cette tirade et que c'était un moment assez émouvant. Un grand moment de radio. Un grand moment de radio.
Et ensuite, tout cela m'inspire que j'aimerais un jour qu'on puisse retrouver le patrimoine génétique de Roger Federer, n'est-ce pas ? C'est brillant. C'est brillant. Donc, séquencer Roger. Donc séquençons Roger, devenons tous des petits Roger et la planète sera peuplée de Roger et on sera heureux. Ça serait tellement bien. Et on sera pas collapsologue. J'y reviens car j'ai perdu. Non, on ne perdra pas. On sera une planète heureuse. Bravo Guillaume, remplie de Roger Federer. Voilà, plein de petits Roger partout. Superbe. Partout. Donc on va dire que c'est historique et je pense que Vincent, le connaissant, se range également. Moi je vais surenchérir, je suis prêt à renoncer à la fin du monde pour Roger Federer. Je pense qu'on peut tous devenir des Fédériens. Et voilà. Et voilà. Mais Roger Federer dépasse le tennis et dépasse le sport, évidemment. Il symbolise ce que peut être l'essence de l'humanité dans ce qu'elle fait de meilleur, c'est-à-dire dépasser le transhumanisme, dépasser tous les vices et dépasser les religions. Il peut unir l'humanité dans l'amour et dans la perfection. Ok, donc Roger Jesus. Donc c'est historique. On peut dire que c'est historique, cette victoire, 20e victoire de Roger Federer. Bravo à lui. Bravo à vous, parce qu'on est déjà arrivé au bout de ce podcast. Un podcast enregistré dans de nouvelles bonnes conditions, grâce notamment à derrière la platine, vous ne l'entendez pas, vous ne la voyez pas puisque c'est de la radio, mais il y a Roman Meunier qui nous a aidé à réaliser cette émission. Merci à toutes et à tous de votre générosité dans l'écoute, vos partages, vos abonnements sur iTunes, vos partages sur Facebook dont on a beaucoup parlé, mais on a besoin de vous, on a besoin que vous partagiez tout ça, que vous vous abonniez, que vous fassiez connaître le podcast Ouzbek Erika. Dépasser Facebook, n'oubliez pas. Pour qu'on arrive enfin à dépasser Facebook et à vous, grâce à vous, créer une planète remplie de mini Roger Federer qui s'épanouiront dans les champs et de Roger Federer également patrimoine génétique, mais femmes également, parce qu'il faut qu'ils puissent se reproduire, ces petits Roger, sur cette vision d'une planète pleine de Roger Federer. Merci encore à toutes et à tous et on vous revoit bientôt sur nos réseaux. Et bonne année. Et bonne année. Et bonne année. Bonne année.